Lisa, pourquoi diable voudrais-tu tuer tes 2 enfants? Les documents judiciaires révèlent que Lisa Snyder a dit aux enquêteurs que son fils avait été harcelé à l'école et qu'il voulait mourir, mais pas seul. Dans un monde où les parents sont vus comme des protecteurs et des gardiens, certains cachent une obscurité inimaginable. Le crime glaçant de Lisa Snyder et la lutte tragique d'Andrea Yates contre une maladie postpartum révèlent des trahisons inimaginables. Ces histoires hantantes de parents se retournant contre leurs enfants nous rappellent que parfois, le mal est plus proche que nous ne le pensons. Commençons. Le sujet de notre enquête est la mort du petit Quentin Simon à Savannah, en Géorgie. La disparition de ce tout petit de son domicile en 2022 a suscité une attention nationale. Leilani Simon, une femme de Géorgie, a été condamnée à la réclusion à perpétuité après avoir été reconnue coupable d'avoir tué son fils de 20 mois, Quentin Simon, et d'avoir caché son corps dans une poubelle. La condamnation a suivi un procès d'1 mois, au cours duquel Simon a été reconnu coupable de malveillance, de meurtre et de 18 autres charges. C'était un matin d'octobre tranquille en 2022, lorsque l'impensable s'est produit. Simon, paniqué et désespéré, a appelé le 911, signalant que son jeune fils avait disparu de son parc. La maison était étrangement silencieuse, sans aucun signe de l'enfant. Les autorités sont arrivées sur les lieux et la recherche a commencé. Les jours se sont transformés en un flou de recherche incessante, de questions et de filtrage de chaque piste possible. Malgré les efforts de la police du comté de Chatham, dirigée par le chef déterminé, Jeff Hadley, aucune trace de l'enfant n'a pu être trouvée. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, l'ambiance est passée d'un sentiment d'espoir à une suspicion croissante. La police a commencé à croire que l'enfant n'était plus en vie. La recherche incessante semblait ne donner aucune réponse, et tous les indices pointaient vers une vérité troublante. Simon, la mère, était maintenant la principale suspecte. Les jours qui ont suivi ont été remplis d'interrogatoires intenses et d'enquêtes, les enquêteurs rassemblant un réseau de détails qui peignait un tableau de plus en plus sombre. Ce qui avait commencé comme une affaire d'enfant disparu semblait maintenant être quelque chose de bien plus sinistre. La vie de Simon, autrefois remplie de la joie de la maternité, était maintenant assombrie par la perte dévastatrice de son fils, et le soupçon grandissant qu'elle pourrait en être responsable. Pendant plus d'1 mois, l'enquête sur la disparition de Quentin avait conduit la police et les agents du FBI vers une décharge locale. Les jours se sont transformés en semaines, alors qu'ils fouillaient des tas d'ordures, leurs espoirs s'amenuisant à chaque heure qui passait. Mais ensuite, au milieu des déchets, ils ont fait une découverte glaçante de ossements humains. L'équipe s'est précipitée pour confirmer ces découvertes, et les tests ADN ont finalement révélé que les restes appartenaient à Quentin. Au fur et à mesure que l'affaire se déroulait, l'attention s'est tournée vers Simon, l'accusé du meurtre de Quentin. Lors de son procès, la nature froide et calculatrice de ses actions est devenue claire. Simon ne montrait aucun remords pour son crime, une indifférence glaçante qui a choqué tout le monde dans la salle d'audience. Les preuves s'accumulaient qu'elle n'avait pas seulement impliqué des personnes innocentes pour dissimuler ses traces, mais qu'elle avait aussi continué sa vie sans hésitation, comme si rien n'avait changé. Et ce document les inclut tous. Oui, Salette. Avant de commencer à lire les cas individuels, Son manque d'empathie peignait un tableau clair d'une personne dénuée de culpabilité ou de conscience. Simon a été condamné pour meurtre, et la vérité de ses actions a été révélée, laissant derrière elle une traînée de chagrin et d'incrédulité. L'enquête et le procès qui a suivi ont laissé une empreinte permanente sur tous ceux qui y ont participé. Un rappel frappant de l'obscurité qui peut se cacher derrière les façades les plus ordinaires. Leilani Simon a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Plus 10 années supplémentaires pour avoir dissimulé la mort de son fils. Lors de l'audience, les procureurs ont souligné son manque de responsabilité et le détective principal a partagé de nouveaux détails, y compris les actions de Simon pendant la recherche du corps de son fils. Simon n'a pas témoigné, mais a exprimé le souhait que les restes de son fils soient rendus à sa famille. Et maintenant, un jury et le public vont entendre les preuves. J'espère que cela répond à toutes ces questions sur ce qui est arrivé au petit Quentin Simon. Tout au long des procédures, Simon n'a montré aucun remords, ce qui a profondément affecté l'accusation. Mais pendant l'interview de sa mère, quand sa mère a dit « Je ne suis toujours pas sûr », en entendant ces mots, elle a commencé à pleurer. Les drogues de ma mère ont eu un énorme impact sur nos vies entières. Même pendant l'enfance de ma mère. Je la ressentais en tant que mère. J'ai laissé la dépendance prendre le contrôle de ma vie dès mon jeune âge. On la décrivait comme étant désolée seulement d'avoir été prise, pas pour ses actions. L'impact émotionnel sur la famille de Quentin a été significatif. La décision du juge marquant la fin tragique d'une affaire qui a mis en lumière la perte dévastatrice d'une jeune vie. L'affaire de Leilani Simon est un récit tragique et inoubliable de ténèbres.
Ensuite, il y a la trahison troublante de la confiance d'une mère. Une mère du comté de Berks a été reconnue coupable d'avoir tué ses 2 jeunes enfants en les pendant dans le sous-sol de leur maison. Nous sommes très heureux que Lisa Snyder ne verra jamais la lumière du jour. Un jour de septembre 2019 à Albany Township, en Pennsylvanie, une découverte glaçante a choqué la communauté. Lisa Snyder, une mère de 2 enfants, a été accusée d'avoir tué ses enfants, Connor, 8 ans, et Brinley, 4 ans. Les frères et sœurs ont été découverts dans une situation inquiétante dans le sous-sol de leur maison. Ce qui s'est déroulé ensuite était une histoire déchirante de crimes, de luttes liées à la santé mentale et de justice. L'histoire de Lisa Snyder était profondément tragique, car elle a décrit comment son fils de 8 ans, Connor, avait du mal avec le harcèlement et des sentiments de désespoir. Elle a partagé qu'il avait exprimé des pensées de se faire du mal, ainsi qu'à sa petite sœur, peignant un tableau déchirant d'un garçon en souffrance émotionnelle. Cependant, alors que les enquêteurs poursuivaient leur travail, des incohérences ont commencé à émerger dans son récit. Les images de surveillance du bus scolaire de Connor ne montraient aucun signe de détresse ou de mauvais traitement. Les enseignants et les camarades de classe ont corroboré cela, décrivant Connor comme un enfant joyeux et gentil. Les preuves physiques ne concordaient également pas. La petite taille de Connor aurait rendu impossible pour lui de réaliser cet acte, a décrit Snyder. Puis sont venues les découvertes glaçantes sur les appareils de Snyder. Les enquêteurs ont découvert une série troublante de recherches en ligne liées à l'automutilation et à la recherche d'informations sur des techniques nuisibles et même sur comment tuer quelqu'un. Snyder avait également regardé en rafale des épisodes de I Almost Got Away With It, une série criminelle racontant des histoires de personnes tentant d'échapper à la justice. Ces révélations ont fait tomber le masque soigneusement construit. Ce qui semblait être une tragédie née du harcèlement pointait maintenant vers quelque chose de bien plus sinistre. En décembre 2019, Snyder a été arrêté, laissant la communauté face à l'horrible réalité que ce n'était pas un accident, mais un crime délibéré et calculé. Lisa, pourquoi diable voudrais-tu tuer tes 2 enfants? La salle d'audience était chargée de tension, alors que le procès de Lisa Snyder touchait à sa fin en 2024. La défense a dépeint un tableau troublant d'une femme en détresse, accablée par l'anxiété et la dépression. Ils ont soutenu que les problèmes de santé mentale de Snyder auraient pu la plonger dans un état psychotique pendant l'incident tragique. Un psychiatre a témoigné de son passé traumatique, suggérant que cela aurait pu obscurcir son jugement, bien qu'ils aient souligné qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle avait l'intention de nuire à ses enfants. Nous a dit qu'il serait extrêmement difficile pour Connor de manipuler le fermoir de la laisse du chien ou de réussir à enrouler la laisse. L'accusation, cependant, a présenté un récit terriblement différent. Leur expert a affirmé que Snyder était pleinement capable de distinguer le bien du mal au moment du crime. Ils ont mis en avant des preuves accablantes. Ses recherches Internet suspectes et les circonstances calculées des décès de ses enfants. Ces détails, ont-ils soutenu, indiquaient sans équivoque une préméditation. Lisa Snyder a été reconnue coupable de meurtre au 1er degré, de l'endangement du bien-être d'un enfant et de falsification. Brinley, 4 ans, et Connor, 8 ans. Alors que les plaidoiries finales se terminaient, la salle d'audience est tombée dans le silence. Le poids de l'affaire pesait sur tous les présents. Tous les regards se sont tournés vers le juge, alors que le verdict était lu. Lisa Snyder a été reconnue coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré, de mise en danger d'enfants et de falsification de preuves. Des soupirs et des murmures ont parcouru la salle, marquant la fin d'un procès qui avait exploré les recoins les plus sombres du comportement humain et n'a laissé personne indemne. L'argent des contribuables pour aider à financer la défense de cette femme du comté de Berks accusée d'avoir tué ses 2 enfants. Lisa Snyder, 37 ans, est considérée comme indigente. Le procureur du comté de Berks, John Adams, a exprimé son soulagement quant au résultat, déclarant « Nous sommes très contents que Lisa Snyder ne verra jamais le jour et qu'elle passera le reste de sa vie en prison, là où elle doit être. » Snyder fait maintenant face à une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sa condamnation est prévue pour octobre. L'affaire a eu un impact durable sur la communauté et sur ceux qui y étaient impliqués. La tragédie des décès de Connor et Brinley a été aggravée par la trahison de la confiance de leur propre mère. Bien que la justice ait été rendue, la tristesse et la perte ressentie par les proches des enfants ne s'estomperont jamais vraiment. Cette histoire est un rappel sobre des complexités de la santé mentale et des conséquences dévastatrices des luttes non résolues. L'histoire de Lisa est déchirante, mais qu'en est-il de l'amour maternel, tordu par l'emprise dévastatrice de la psychose postpartum? L'idée de la dépression postpartum et de la psychose entre en jeu dans le système de justice pénale. Cela a conduit Yates à noyer ses 5 enfants un par un. Le 20 juin 2001, Andrea Yates, une mère du Texas, a commis un acte tragique qui a choqué la nation. Dans un état délirant provoqué par une psychose postpartum, elle a noyé ses 5 jeunes enfants. Noah, 7 ans. John, 5 ans. Paul, 3 ans. Luke, 2 ans.
et Mary, 6 mois, dans la baignoire de leur maison familiale à Clear Lake, un suburb de Houston. Son mari, Rusty Yates, était au travail lorsque les événements horribles se sont déroulés. Andrea Yates était décrite comme une mère aimante et attentionnée. Mais après la naissance de son 4e enfant, elle avait longtemps lutté contre l'emprise sombre de la maladie mentale. Et ses difficultés se sont intensifiées dans une descente éprouvante. Elle a fait face à des défis importants avec la dépression postpartum et la psychose, ce qui a profondément affecté sa santé mentale, la conduisant à de multiples tentatives de mettre fin à ses jours. Les médecins l'ont exhortée à ne plus avoir d'enfants, en avertissant des risques, mais Andrea et son mari, Rusty, ont accueilli un 5e bébé, Mary, dans leur famille. Donc, il n'y avait apparemment aucun signe de tourmente au sein de la maison des Yates. Andrea Yates était décrite comme une mère aimante de 5 enfants qui faisait l'école à la maison. Rusty avait été averti de ne pas laisser Andrea seule avec les enfants, mais les exigences de la vie le poussaient souvent à lui faire confiance pour gérer la situation. Un jour fatidique, elle a été laissée sans surveillance. Dans les affres de ses délires, Andrea était convaincue qu'elle représentait un danger pour l'âme de ses enfants. Tordue par la psychose, elle croyait que son influence les condamnerait à une souffrance éternelle. Dans un acte impensable d'amour déformé et de désespoir, elle a cherché à les sauver. Un par un, elle a pris leur vie. La tragédie a secoué la nation, déclenchant de vives discussions sur la santé mentale, les fardeaux du caregiving et les failles du système judiciaire. L'histoire d'Andrea était empreinte d'une immense tristesse, soulevant des questions troublantes sur la manière dont la société protège ses plus vulnérables, et ce qui se passe quand elle ne le fait pas. Et vous savez, dans de nombreux États, y compris le Texas, ce n'est pas juste ça, vous savez. Andrea a été arrêtée et accusée de meurtre au 1er degré. Lors de son procès, sa défense a soutenu qu'elle n'était pas coupable pour cause de folie, tandis que l'accusation plaidait pour une peine de réclusion à perpétuité. L'affaire a pris un tournant dramatique lorsque le faux témoignage d'un psychiatre a conduit à l'annulation de sa condamnation en appel. Lors de son procès en 2006, Andrea a été déclarée non coupable pour cause de folie et a été internée dans un établissement de santé mentale. Elle avait l'impression d'être face à un dilemme. J'aime mes enfants, et pourtant, si je ne les tue pas... Yates rouillé, profondément affecté par la perte de ses enfants, il a demandé le divorce en 2005. Il s'est ensuite remarié et a eu un autre enfant, mais ce mariage a également abouti à un divorce. Le procès est devenu un spectacle éprouvant, culminant avec sa condamnation. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. L'affaire a pris un tournant choquant lorsqu'il a été révélé que le témoignage d'un psychiatre, qui avait joué un rôle clé dans sa condamnation, était faux. Cette révélation a annulé le verdict en appel, offrant à Andrea une nouvelle chance de raconter son histoire. Lors de son procès en 2006, un jury l'a déclarée non coupable pour cause de folie. Au lieu d'aller en prison, elle a été envoyée dans un établissement de santé mentale, un endroit où elle pouvait recevoir les soins dont elle avait tant besoin. Pendant ce temps, Rusty Yates, le mari d'Andrea, a eu du mal à reconstruire sa vie après la perte dévastatrice de leurs enfants. En 2005, il a demandé le divorce, une décision douloureuse née du chagrin. Des années plus tard, il s'est remarié et a accueilli un autre enfant, cherchant du réconfort dans un nouveau chapitre. Pourtant, ce deuxième mariage s'est également effondré, laissant Rusty une fois de plus confronté au défi de la reconstruction de sa vie au milieu d'un chagrin persistant. Leurs histoires entrelacées restent un récit troublant de perte, d'amour et de la complexité durable de l'esprit humain. Mais selon l'avocat de la défense, George Parnham Yates, est contrarié. Contrarié. Rusty Yates a baissé la tête dans ses mains et a pleuré à l'annonce du verdict. La tragédie a laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qui étaient impliqués. Rusty Yates a exprimé sa peine, son pardon et un désir de compréhension. Andrea était une mère merveilleuse, a-t-il dit, en réfléchissant à la façon dont son état mental avait radicalement modifié son comportement. Andrea, quant à elle, reste accablée par la culpabilité, croyant apparemment que ses actions étaient trop nécessaires pour sauver ses enfants de la damnation. Les gens trouvent cela tout simplement scandaleux, je le sais, mais moi je ne le pense pas. Je ne lui en veux pas du tout. Mais le verdict a ensuite été annulé, et lors d'un procès ultérieur, elle a été déclarée non coupable pour cause de folie. Elle a témoigné qu'elle croyait que la mort de ses enfants sauverait leurs âmes. L'affaire continue d'éveiller de fortes émotions et soulève des questions cruciales sur la santé mentale, les responsabilités parentales et le rôle du système judiciaire dans la gestion de telles tragédies. L'affaire d'Andrea Yates décrit à quel point la maladie mentale peut être tragique. Mais que se passe-t-il lorsque l'histoire d'un père se transforme en l'affaire glaçante de la disparition de sa jeune fille? Le père d'Andrea Lane dit que malgré ce que les gens peuvent penser, il est innocent. Je n'ai rien avec la disparition de ma fille. Je ne ferai jamais de mal à mes enfants. Mes enfants sont ma vie. Le 2 décembre 2011, Andrea Lane a signalé un crime choquant. Sa fille de 2 ans, Bianca Jones, avait été enlevée lors d'un vol de voiture à Détroit. L'incident a déclenché une recherche à l'échelle de la ville et une inquiétude généralisée.
Lane a affirmé qu'après avoir laissé Bianca dans sa voiture en déposant son neveu à l'école, des voleurs de voitures avaient repris le véhicule avec Bianca à l'intérieur. Des heures plus tard, la voiture a été retrouvée, mais Bianca était introuvable. L'histoire de Lane a soulevé plus de questions que de réponses. Laissant les enquêteurs sceptiques, il prétendait être la victime d'un vol de voiture ou avoir été pris par la propriétaire de la maison, Patrice, mais les éléments de sa chronologie ne semblaient pas s'imbriquer. Bianca, sa jeune fille, avait disparu, et la police n'était pas convaincue par son récit. Il dit « J'ai essayé de voir si je la reconnaissais, mais je ne l'ai pas reconnue. Je voyais juste des gens entrer et sortir de chez moi. Je n'ai jamais vu ma fille. » Il croyait qu'une vérité bien plus sombre se cachait derrière ces mots. J'ai essayé de voir si je pouvais la reconnaître, mais je ne l'ai pas reconnue. Je voyais juste des gens entrer et sortir de chez moi. Je n'ai jamais vu ma fille. Selon les autorités, Bianca n'a pas été enlevée par un inconnu. Il soupçonnait qu'elle avait été tuée la nuit précédente, lors d'une punition tragique et terrifiante pour avoir mouillé le lit. L'histoire du vol de voiture, soutenait-il, était une fabrication désespérée pour dissimuler sa mort. Alors qu'il creusait plus profondément, un détail troublant est apparu. Un écart de 17 minutes dans les relevés de téléphone portable de Lane. Les enquêteurs étaient certains que ce n'était pas une coïncidence. Pour eux, c'était la fenêtre cruciale durant laquelle il avait éliminé le corps de Bianca, effaçant les preuves de ce qu'il croyait être son crime. Lane a maintenu son innocence, insistant sur le fait qu'il était une victime, pas un coupable. Mais les preuves accumulées peignaient un tableau sombre. La police et les procureurs étaient convaincus que l'histoire de Lane ne concernait pas une voiture volée ou un enfant disparu. C'était une histoire de culpabilité et de dissimulation, et ils étaient déterminés à découvrir la vérité. Le procès de Lane a captivé tout le monde, mêlant témoignages émouvants et preuves médico-légales glaçantes. Des chiens de détection de cadavres venus d'Europe ont découvert des traces de restes humains dans des lieux troublants, le lit de Bianca et la voiture de Lane. Pourtant, malgré ces découvertes sombres, le corps de Bianca n'a jamais été retrouvé, et aucun témoin n'a pu confirmer sa mort. Lane est accusé d'avoir perdu son calme avec Bianca et de l'avoir frappée avec un bâton, parce qu'elle s'était souillée. Il pleurait ou était hystérique ou peu importe. Pendant longtemps, juste... Et je n'ai rien pu tirer de lui. Lane, défiant et émotif, a maintenu son innocence, qualifiant les preuves de circonstancielles et les accusations sans fondement. Sa défense a souligné les lacunes dans l'affaire, suggérant que ce sont des suppositions plutôt que des faits qui le dépeignaient comme le méchant. L'intrigue se complique lorsque des rapports font état de Bianca ayant été vue vivante après sa disparition. Un policier a affirmé l'avoir aperçue 8 jours plus tard lors d'un appel sans rapport. Des mois plus tard, un enquêteur privé a juré qu'il l'avait vue. Dis n'importe quoi sur moi ou mon enfant qui vient de cette table comme ça. Personne dans ce siège n'a dit ça. Vous avez un témoignage? Déguisé en garçon marchant dans l'ombre de l'anonymat, ces témoignages jettent dans le doute, tissant de l'intrigue dans une affaire déjà énigmatique. Malgré les questions sans réponse et les témoignages contradictoires, le jury a rendu son verdict. Le visage de Lane s'est décomposé, un mélange d'incrédulité et de désespoir alors que le marteau frappait. Malgré tous ces témoignages, le jury a déclaré Lane coupable du meurtre de Bianca. Cela aurait pu changer l'issue du procès d'Andrea. Nous ignorions que ces deux-là étaient liés. Lane a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il continue d'insister sur son innocence, suppliant le public de continuer à chercher sa fille. La mère de Bianca, Bianca Jones, croit également que sa fille est vivante et a appelé à des efforts renouvelés pour la retrouver. L'affaire laisse un lourd nuage d'incertitude et de chagrin. Les mots de Lane, « Personne n'a de preuve que ma fille est morte », résonnent profondément chez ceux qui doutent de la condamnation. Pour d'autres, le manque de clôture est tentant. L'espoir de la mère de Bianca et la peine de réclusion à perpétuité de Lane sont des rappels d'une tragédie qui continue de soulever plus de questions que de réponses. Ce n'était pas grand-chose sur lequel travailler. Dans mon esprit, j'étais inquiet que, malgré les preuves, il n'y ait personne. Les actions de ses parents nous rappellent à quel point la confiance peut être facilement brisée et comment la trahison peut détruire des familles. Leurs réactions au tribunal montrent le mal qu'ils causent à des vies innocentes. Mais ce n'est que le début. La prochaine vidéo sur votre écran plonge plus profondément dans des affaires encore plus choquantes et des peines à couper le souffle qui ont stupéfié le monde. Continuez à regarder.